je disais que il s'agit effectivement d'une spoliation des biens des Congolais pour des intérêts politiques, pour des intérêts de pouvoir. Et que je n'oublie pas, mais ce n'est pas la première fois que M. Sassou Nguesso le fait. Pour M. Sassou Nguesso, le texte, la parole, c'est une ruse. Et si vous appliquez ça à l'événement qui fait effectivement la une de nos compatriotes, disons depuis 2 ans, ça veut dire qu'il y a une ruse qu'il est en train de préparer. Et cette ruse, nous la connaissons, ce n'est pas un secret. C'est une affaire de pouvoir. Donc, c'est pour rappeler aux compatriotes, c'est pour rappeler aux évêques, mais nous parlons effectivement Évidemment, de oui, l'implication, des c'est pour évêques. leur rappeler que le texte pour M. Sassou Nguesso a toujours été une ruse. Sa parole, il n'a plus utilisé comme ça. Pour lui, l'essentiel, c'est d'atteindre un objectif. Et en l'occurrence, l'objectif, c'est lequel? Rappelons-le, M. Sassou Nguesso est dans la dernière ligne droite. Comment faire réussir à son fils ce qu'il a réussi lui-même en 1977, je viens de vous le dire, ce qu'il a réussi en 1997, ce qu'il a réussi en 2016. Et donc, c'est pour ça. Mais je dis ceci, l'Église, elle ne peut pas dire, elle ne pourra jamais prétendre réussir à faire comprendre que non. Elle le fait effectivement, disons, de façon tout simplement, je vais dire, disons, Désintéressés. non, elle est consciente de ce qu'elle fait. L'Église est consciente de ce qu'elle fait. Donc, si elle baigne dans cette combine, eh bien, c'est qu'elle est comprise. Mais je viens de leur démontrer que les deux arguments ne tiennent pas ce qu'ils ont y avancé. Non, mais moi, je rattache là, effectivement, disons, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une affaire, disons, de Ténékélé. Je rattache là, justement, au fait qu'il y a eu un complot quelque part. Mais, Christian, un acte frontiste, c'est-à-dire, je l'expliquais la dernière fois, mais c'est de quoi qu'il s'agit? Parce que si c'est clair, cela allait de soi, c'est-à-dire depuis le départ, c'est-à-dire que si c'est une location, c'est-à-dire donc effectivement une concession, mais ils n'ont pas besoin de demander. Cela va de soi. Mais si effectivement l'ambassadeur vient demander, c'est qu'il pense que les choses telles qu'elles ont été conçues, telles qu'elles ont été combinées dès le départ ne Ne sont pas semble conformes à ce qu'il pas est en train de voir. marcher comme convenu Tout à alors. fait. Et j'ai tendance à penser, moi, que l'irruption, effectivement, de cette affaire à la télé, disons, rwandaise, y participe. Donc, ce que moi j'ai retenu, c'est que avec ces accords, on retient une seule chose. C'est un problème de succession, voilà. C'est un problème de pouvoir et Sassou Nguesso veut opérer un nouveau passage en force en y mettant son fils. D'accord. Alors, celui-ci sera donc soutenu, probablement, le passage se fera certainement par la force, on peut l'imaginer déjà, et que pour tenir le coup, il faut voilà une armée qui va l'accompagner, ce sera probablement l'armée rwandaise. Mais l'armée rwandaise au Congo ou les Rwandais au Congo pour soutenir ce pouvoir. Juste en face, nous avons Kinshasa, qui est déjà en conflit avec le Rwanda. Comment ça va se passer? Est-ce que ce pouvoir sera vraiment en sécurité? Le pouvoir congolais aussi, le pouvoir de Le pouvoir monsieur. congolais, s'ils arrivaient bien entendu à installer bien sûr son fils, mais avec les Rwandais, ben, probablement que les Rwandais resteront au Congo pour assurer la protection de ce pouvoir, sinon on va le balayer très vite. Et cette présence rwandaise au Congo face à Kinshasa. Christian, je répète ce que j'ai déjà dit auprès de notre cher Georges qui m'interviewait sur le fiston de M. Sassou Nguesso ne gouvernera jamais ce pays. Quand Pardon, j'avais vous dit cela, dites? il ne gouvernera jamais, il ne présidera jamais le Congo. Il peut y arriver parce que effectivement, M. Sassou Nguesso a toujours procédé de la même manière. Je viens de démontrer, voilà, je viens de démontrer que ce qui est en train de se passer maintenant avec le Rwandais, c'est ce que Sassou Nguesso a fait avec le pouvoir financier français en 1977. Je l'ai dit là. La référence, je l'ai donnée. Les termes de M. Taralo, je les ai donnés. C'est lui qui dit que l'affaire, disons, de l'exploitation du pétrole congolais n'a pris un tournant favorable à notre endroit, principalement qu'à partir de 1977. 1977, c'est l'année où M. Sassou Nguesso dit que l'impérialisme vient de tuer le camarade Marien Ngouabi. Mais en même temps, en fait, il est en train. Donc, je ne vais pas répéter sur ce que j'ai déjà dit. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ce qui s'est passé en 1977. C'est ce qui s'est passé en 1997. Et donc là, c'est le même tournant qui est en train de se faire. Donc la trame, c'est celle-là qui permet de comprendre ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se préparer. Donc, Christian,
ma conviction, c'est que Sassou Nguesso tient à forcer son fils, mais ma conviction est que monsieur, je ne sais pas comment on l'appelle, monsieur Christelle Sassou, c'est ça, ne Oui. présidera jamais ce pays. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir et j'espère que vous allez bien. Le gouvernement Makosso persiste dans sa forfaiture. Un acte de haute trahison, nous l'avons déjà assez démontré sur ce même plateau, notamment la signature par ce gouvernement des accords illégaux de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. On rappelle de quelques indices, le 27 juillet 2021, l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda Chaka est allé voir Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, pour, écoutez bien, demander les actes fonciers des terres que le Congo avait donnés, je dis bien donnés, à son pays, le Rwanda. Je rappelle simplement qu'en diplomatie, les mots ont un sens et une signification. Et c'est un diplomate qui s'exprimait. Aujourd'hui, le gouvernement Makosso nie avoir donné des terres congolaises au Rwanda et exige des preuves. Mais de quelle autre preuve? Anatole Collinet Makosso. Une deuxième irréfutable, c'est le reportage de la télévision nationale rwandaise que je vous propose encore de suivre. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Demande totale. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Voilà. Qui du gouvernement rwandais et du gouvernement congolais ment. Et nous pensons que tant que le gouvernement rwandais ne reviendra pas sur ses propos ou n'apportera pas de démenti, tant que la télévision nationale rwandaise n'apportera pas de correction à son reportage ou n'apportera pas de démenti, nous considérons ces informations vraies et officielles, des informations avérées. Et donc, les terres du Congo auront été données au Rwanda. En d'autres termes, toute justification donnée par le gouvernement Makosso, non approuvée par des officiels rwandais, n'est que diversion et manipulation des masses. On en parle aujourd'hui avec notre invité, le professeur Félix Bakunda Ipene. Bonjour, professeur. Bonjour, Christian Perrin. Je vous en prie, vous êtes enseignant-chercheur, juriste politologue et constitutionnaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous donner votre lecture sur l'affaire des terres qui cristallise les débats au Congo-Brazzaville. Cession, concession, vente, autorisation. À quel moment parle-t-on de cession, de vente, de concession ou d'autorisation? Juridiquement parlant, ensuite, vous nous direz ce que vous pensez de ce débat autour des terres congolaise que le gouvernement congolais a donnée au Rwanda. Merci, Christian Perrin, pour cette question qui défraie la chronique, rappelons-le, depuis plus de 2 ans. Avant de répondre, disons, à votre question, je rappelle qu'il y a 2 ans, nous avions déjà abordé cette question. Je me rappelle bien, c'était en avril 2022. Et ça portait essentiellement sur ce qu'on appelle l'accord cadre, qui est effectivement du 12 avril 2022, signé effectivement par les différentes parties. Et 2 ans après, puisque nous sommes aujourd'hui en juin, on pourrait même dire 26 mois après, on y est encore. Tout à fait, nous sommes le 5 juin 2024. Voilà, nous sommes aujourd'hui en juin 2024. Et nous avions eu donc effectivement la première interview, du moins de mon côté, disons le 14 avril.
Qu'est-ce que je disais? Je pense que vous aurez l'occasion de rappeler effectivement ce texte, cette interview, disons à ceux qui nous écoutent. Oui, nos téléspectateurs pourront retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube, hein. L'interview Tout à existe fait, encore. tout à fait, Il y a 2 ans de effectivement. cela, oui. Je disais que les accords, disons, Rwanda-Congo, c'est du blanchiment d'argent. Et cela, je le disais après avoir décortiqué effectivement l'accord cadre, qui est du 12 avril. Et je me fondais sur quoi? Donc, je me fondais sur le fait que, premièrement, les textes fondamentaux n'étaient pas respectés. Je me fondais sur le fait que, ben, écoutez, c'était signé par les partis, mais ça n'avait pas encore pris une forme, je vais dire, disons, législative, c'est-à-dire que ça n'avait pas encore été ratifié par l'Assemblée. Et ce qui m'a surpris, effectivement, en suivant le débat, disons, les interventions des différentes autorités, c'est le fait que dans sa dernière intervention, le ministre de la Communication du régime despotique, M. Mongala, nous le confirme qu'effectivement, l'accord cadre n'est jamais passé devant l'Assemblée. Donc, mon cher Christian, avant effectivement de répondre, de donner mon avis, Oui, mais lui dit, ce sont là 2 affaires détachées, c'est-à-dire l'accord cadre qui attend à être ratifié par le Parlement congolais et les 5 autres accords qui sont en réalité des autorisations expresses d'occuper les réserves foncières. sauf que l'objet de ce qu'il appelle, disons, de ce qu'il appelle comme étant effectivement indépendant de l'accord cadre est déjà dans l'accord cadre. Tout compte fait, moi, après avoir regardé tout cela, vous me permettez, disons, cher Christian, de vous dire que les accords, l'accord cadre, disons les accords Congo-Rwanda constituent une parfaite et authentique affaire de pied nickelé. Et je vais vous le démontrer. C'est une parfaite et authentique affaire de pied nickelé. Et qu'est-ce qui, effectivement, me permet d'arriver à cette conclusion? Avant, effectivement, d'arriver, j'espère que vous me posez la question, pourquoi, effectivement, l'Église, les évêques se sont impliqués. Donc, ce qui le justifie, c'est quoi? Pourquoi j'en arrive à cette conclusion? Cher Christian, on se rend compte que, en fait, la combine a préféré tout ce qui s'est passé après. Je commence donc effectivement par la loi du 25 mai 2022 portant immatriculation immobilière. On se rappelle que quelques mois auparavant, il y avait un problème qui avait été posé par le gouvernement. C'est qu'il fallait taxer effectivement les propriétaires terriens. Oui, nous sommes là en août 2018 lorsque Pierre Mabiala avait lancé une campagne sur disons, les propriétaires fonciers, les terres coutumières, et qu'il exigeait à ces familles de rétrocéder à l'État congolais 5% de leurs terres ou 10% selon que, bon, voilà, pour compenser notamment les actes fonciers, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire que il retenait effectivement ce principe sur la base du fait que les propriétaires étant démunis et qui ne pouvaient pas effectivement avoir de l'argent, qu'ils procédaient donc en quelque sorte à une forme de taxation en nature. Donc, on se rend compte, à part de là, que, en fait, l'idée était déjà arrêtée bien avant, effectivement, disons, de s'approprier, effectivement, disons, ce domaine et qu'il fallait trouver une justification. Donc, Christian, premièrement, une taxe motivée par des intérêts autres qu'effectivement, disons, l'intérêt économique de l'État. D'autre part, les ministres eux-mêmes qui se contredisent. Je rappelle également qu'il y a eu contradiction sur le fait que, disons, certains ministres, notamment le ministre de la Coopération, qui parlait effectivement d'un accord, disons, d'un bail amphithéotique. D'un bail amphithéotique, qui, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas juristes, qui est une concession. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc les biocarburants. Et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Nous avions nous-mêmes, déjà quand nous avions fait
l'analyse, c'est-à-dire l'interview en avril 2022, je disais que c'était apparemment une concession. Et c'est après que nous entendrons effectivement, disons, disons, le ministre de la Coopération, parce qu'il a dit que c'est un accord amphithéotique. Donc, je rappelle Et que Thierry Mongala lui-même aussi avait confirmé cela. Il a parlé il de... l'avait confirmé et après, ils seront contredits par le Premier ministre qui va dire que ce n'est pas une concession. Nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière. Autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevego Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yamba. Donc, Christian, disons une taxe, disons motivée, disons par un plan, disons étudié, disons préalablement. Secondo, des ministres, disons, qui se contredisent, c'est-à-dire donc les deux ministres et le ministre, le Premier ministre qui dit que ça n'a rien à voir avec une concession. Ensuite, des biens, les ressources de la collectivité qui sont attribuées sans appel d'offres, sans appel d'offres. Les partenaires eux-mêmes qui se C'est-à-dire là, vous contredisent. faites allusion à quoi concrètement tous les accords qui ont été passés avec le Rwanda qui finalement n'ont pas respecté la procédure d'octroi du marché public, c'est ça? Tout à fait. Le principe, disons, incontournable, quand il s'agit effectivement d'attribuer quel que soit effectivement le mode qu'on va utiliser, les ressources de l'État, c'est l'appel d'offres. C'est l'appel d'offres. Si ce n'est pas l'appel d'offres, ça veut dire que c'est de gré à gré. Mais si ça s'est fait de gré à gré, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il était déjà arrêté préalablement que ça devait revenir effectivement à tel partenaire. Si c'est effectivement, disons, je vais dire, c'est un partenaire, c'est pour ça que moi je parle effectivement d'une affaire de péniculé. C'était pour éviter que d'autres ne puissent ingérer dans ce qui est déjà arrêté. Donc, pas d'appel d'offres. Les ministres, disons, que se contredisent. Les partenaires eux-mêmes qui ne disent pas la même chose. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un souci quelque part. Et je rappellerai à ceux qui sont un peu, si tu veux, disons, qui suivent un peu l'actualité politique française, disons, cette assertion d'une éminente ministre, disons, française, Madame Aubry, pour ne pas le nommer, pour ne pas la nommer, pardon, qui disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup quelque part. Et là, le loup, c'est quoi? C'est toujours cette affaire du pouvoir. Donc, il faut bien le dire, c'est d'abord et avant tout une combine qui avait été faite quelque part et le reste, c'était uniquement, disons, du décor, comme c'est pour eux d'ailleurs avec M. Sassou Nguesso. C'était uniquement la stratégie, mais le fond est arrêté quelque part. Et c'est ça qui justifie effectivement cette cacophonie. C'est ça qui explique effectivement le fait que, disons, les officiels congolais disent une chose, les officiels, disons, rwandais disent autre chose. Ça s'appelle bien, effectivement, disons, une affaire floue, c'est-à-dire donc un complot quelque part. Et je ne sais, je n'arrive pas à comprendre que les membres du gouvernement congolais, dans toutes les justifications, dans toutes les explications qu'ils sont en train de donner, ne font pas état, justement, disons, de ça, de ce qui s'est passé au Rwanda, c'est-à-dire de ce que les officiels rwandais ont dit. C'est quand même, disons, à la télé rwandaise. Donc, si c'est bel et bien le cas, ils doivent interpeller, effectivement, les officiels rwandais pour qu'ils contredisent. Mais au niveau de la télévision, pardon, professeur, au niveau de la télévision rwandaise, notamment le reportage qu'on vient de proposer tout à l'heure, Thierry Mongala dit il aurait, bon, on l'a pas vérifié, mais c'est lui-même qui le dit d'ailleurs, hein, au cours d'une interview qu'il a accordée à un média en ligne, à Médusée, où il dit il a rencontré encore l'ambassadeur rwandais avec qui ils ont parlé et il relève même que dans le reportage, certainement, probablement, les journalistes ont mal utilisé les termes, mal utilisé les mots. Voilà, et il parle d'un problème qui serait lié à la langue officielle. Le Rwanda serait, voilà, est un pays anglophone et donc ça pouvait poser problème au niveau de l'interprétation des termes. Mais, mon cher Christian, on veut bien reconnaître que ce soit le Congo ou le Rwanda, nous sommes là dans des républiques bananières. Mais dans une république, c'est l'écrit qui compte. C'est l'écrit.
à ce moment-là, aussi bien l'ambassadeur que les officiels, je veux dire, disons, la télé, disons, rwandaise doit dire par écrit, vous nous excusez d'avoir effectivement dit une bêtise. Mais ça se dit pas comme ça. C'est pas Mais sinon, c'est effectivement, même voilà, Thierry Mongala, puisque c'est le porte-parole du gouvernement congolais qui allait demander à cette chaîne de télévision et tout à un fait. droit de réponse ou droit de correction. Pourquoi pas? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il devait leur, puisque c'est pas une affaire banale. C'est pas une affaire banale. Donc, il devrait à ce moment-là demander un démenti officiel. Un démenti officiel pour dire non, mais nous le remarquons pour ceux qui suivent notamment le journal, les journaux, disons, télévisés d'ailleurs. Quand il y a eu une erreur, ça peut arriver, qui a été commise la veille ou 2, 3 jours après, les journalistes eux-mêmes reprennent pour dire que nous nous étions trompés. Mais tant qu'il n'y a pas cela, pourquoi effectivement il faut y accorder l'attention? Parce que, je l'ai dit, nous sommes dans le république d'Anania. Qu'est-ce qui se passe, cher Christian? Le problème, c'est que nous sommes dans des systèmes politiques où généralement le droit ne veut rien dire, qui ne sont pas effectivement tenus uniquement par des textes. Et c'est peut-être la grande erreur, disons, le grand reproche que je ferais, disons, aux évêques qui, je ne sais pas pourquoi ils sont tombés dans cette affaire. Le problème, c'est que malheureusement chez nous, le plus souvent, les textes ne veulent pas dire grand-chose. Mais je disais dès le départ que si c'est uniquement en se fondant sur les textes, première des choses, premier constat, on se dirait, M. Sassou Nguesso, de par son histoire personnelle, n'a jamais été propriétaire foncier. Et ensuite, les textes congolais sont clairs. On ne peut pas effectivement, disons, spolier les biens qui appartiennent à la collectivité sans être passé effectivement par les représentants, même si nous sommes effectivement dans un régime despotique où effectivement l'Assemblée lui est acquise, mais il ne peut pas effectivement, ne fût-ce que pour les formes, arriver à ce que nous sommes en train de constater sans effectivement passer par l'Assemblée. Donc, on se dirait, à ce moment-là, c'est d'ailleurs l'une des questions que vous m'aviez posées quand nous avons eu cette interview en avril 2022. Vous m'avez posé la question suivante. Est-ce que le gouvernement rwandais ou M. Kagame a été escroqué par M. Sassou Nguesso? Et moi, je vous avais dit, premièrement, qu'ils n'ont rien à perdre, puisque le fond, même si on ne dit pas clairement, le fond de cette affaire, c'est une affaire de pouvoir. C'est une affaire de pouvoir. Et que M. Sassou Nguesso, là, je donne un peu de détails hein, pour ceux qui ne se rappelleraient pas de cette interview. Je disais qu'il s'agit effectivement d'une spoliation des biens des Congolais pour des intérêts politiques, pour des intérêts de pouvoir. Et que je n'oublie pas, mais ce n'est pas la première fois que M. Sassou Nguesso le fait. Donc, le but, c'est celui-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils ont du mal, je veux dire, à expliquer, puisque ça, ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Mais c'est également pour ça que... On se posait tout de même aussi une autre question, professeur, c'est que, puisque cette affaire finalement a commencé à très longtemps et le Congolais, en fait, ne se rendait pas compte. Tout à l'heure, vous avez rappelé d'ailleurs la stratégie utilisée par, disons, le gouvernement congolais avec Pierre Mabiala à la tête, qui est allé rencontrer les propriétaires fonciers. Depuis là, en fait, le projet était déjà en cours en 2018. Et nous avons même rappelé qu'en 2021, donc le 27 juillet, où l'ambassadeur rwandais rencontre Pierre Mabiala, demande les actes fonciers. On va d'abord essayer de regarder à ce niveau-là quelle portée ont les actes fonciers, par exemple. Quelle interprétation peut-on donner aux actes fonciers? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un demande un acte foncier, c'est quoi concrètement? Pourquoi? À quel moment? Non, mais moi, je rattache là, effectivement, disons, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une affaire, disons, de Ténikélé. Je rattache là, justement, au fait qu'il y a eu un complot quelque part. Mais, Christian, un acte foncier, c'est-à-dire, je l'expliquais la dernière fois, mais c'est de quoi qu'il s'agit? Parce que si c'est clair, cela allait de soi, c'est-à-dire depuis le départ, c'est-à-dire que si c'est une location, c'est-à-dire donc effectivement une concession, mais ils n'ont pas besoin de demander. Cela va de soi. Mais si effectivement l'ambassadeur vient demander, c'est qu'il pense que les choses telles qu'elles ont été conçues, telles qu'elles ont été combinées dès le départ ne sont Ne pas semble conformes pas à ce marcher comme convenu. Tout Alors. à fait. Et j'ai tendance à penser, moi, que l'irruption, effectivement, de cette affaire à la télé, disons, rwandaise, y participe. C'est-à-dire, le reportage de la télévision rwandaise va dans la même logique que demande des actes fonciers, parce que c'est ce que exactement. pardon, professeur, vous êtes en train de nous dire
que l'ambassadeur rwandais est allé voir Pierre Mabiala pour lui demander des actes fonciers des terres que le Congo a donné à son pays, le Rwanda, simplement parce que finalement, il se rendait compte que Brazzaville semblait jouer à un très mauvais jeu, qui n'était pas trop clair. Alors, ils ont encore avancé. Jusque-là, ils se sont rendus compte que, mais finalement, parce que lorsqu'on vient signer des accords comme ça veut dire qu'il y a des experts. Ils ont aussi des agents de renseignement pour comprendre Entendu. comment ça fonctionne au Congo. Lorsqu'on cède les terres, notamment, on doit aller voir le Parlement, une ratification du Parlement. Cela n'a pas été fait, ça a tellement duré, ils se sont dit, mais apparemment, il y a quelque chose qui ne marche pas au Congo. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, probablement, c'est à ce moment qu'ils ont pensé qu'il fallait balancer carrément un reportage Exactement. pour informer C'est l'opinion exactement publique. ça. Voilà. Donc, c'est pas fortuit, c'est pas, je veux dire, disons, un problème terminologique. Non. Cet appel, disons, cette, disons, diffusion à la télé rwandaise participe, disons, de la même initiative que l'ambassadeur, disons, rwandais qui était allé voir le ministre. Ça y participe. Ils se disent, pour nous, l'affaire est close. L'affaire a été réglée, l'affaire est scellée. Et ils n'arrivent pas à comprendre que au niveau des autorités congolaises, on l'embine. Or, ils se sont quand même rendus compte, je pense, puisque, vous savez, puisque celui qui est à l'origine de cela, c'est M. Sassou Nguesso, c'est son fils. Je pense personnellement qu'ils se sont rendus compte que ça a du mal à passer. Et vous me permettez, cher Christian, de rappeler que M. Sassou Nguesso n'en est pas à sa première fois. Il n'en est pas à sa première fois. C'est-à-dire, Et je vous rappeler quelque chose qui s'y rattache. Ici, nous sommes effectivement ces affaires des terres qui ne sont pas moins importantes que la principale ressource que nous avons dans ce pays, c'est-à-dire le pétrole. Je rappelle donc, cher Christian, qu'en 1977, il y a un événement, disons, je vais dire sans précédent que nous avons vécu dans ce pays. C'est la mort de Marien Ngouabi. Marien Ngouabi est mort le 18 mars 1977. Et le lendemain, la première information officielle vient de qui? Vient de M. Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'information qu'il donne, même s'il y avait déjà quelques rumeurs, mais c'était des rumeurs. Il dit que l'impérialisme et ses valets locaux, dans un dernier sursaut, a attenté à la vie du camarade Marien Ngouabi qui a trouvé la mort, l'arme à la main. C'est lui qui le dit le 19 mars au matin. Et Christian, je rappelle à certains de nos compatriotes qui ne sont pas informés. La même année, donc l'impérialisme vient disons, c'est le terme, disons, du ministre de la Défense et de la Sécurité qui va devenir l'homme fort. pardon, professeur, pendant que vous le dites pour nos téléspectateurs, c'est que le 18 mars 1977, c'est le jour où un président congolais, Congo-Brazzaville, est égorgé en plein jour, donc l'assassinat du Tout à fait. président Marien Ngouabi. Juste un rappel pour nos téléspectateurs. C'est important de le rappeler, vous avez tout à fait raison de le faire parce que ça semble être évident pour nous, mais il y a les plus jeunes et puis il y a ceux qui ne sont pas congolais qui peuvent nous écouter. Et donc, Marien Ngouabi est tué dans des conditions que nous connaissons tous et que le ministre de la Défense et de la Sécurité dit que ben, c'est l'impérialisme qui a tenté et qui est à l'origine effectivement de la mort. Mais il faut regarder l'autre côté. Je demande effectivement, puisque c'est tellement important qu'il faut toujours donner les références. Affaire ELF, édition de l'ORTF 2003, page 70. C'est le patron d'ELF qui parle, je vous en prie, Christian. Que dit le patron d'ELF à ce moment-là, le Corse, disons, André Taralo, aujourd'hui décédé? Qu'est-ce qu'il dit? Les accords pétroliers ne sont entrés dans un tournant favorable qu'à partir de 1977. Ce n'est qu'au cours de cette année que nous avons signé une convention d'établissement avec le Congo. Vous pouvez parler là de coïncidence ou bien c'est même le mobile pour lequel on a assassiné le président? Que quand on dit, ben oui, c'est l'impérialisme, non, ça veut dire qu'effectivement, il y avait une combine quelque part. L'impérialisme ne peut pas avoir tué le camarade président Marien Ngouabi et en même temps, ses affaires connaissent un tournant favorable. C'est pas moi qui le dis, je rappelle, je viens de donner la référence. Affaire ELF, édition de l'ORTF, 2003, page 70, et ça évolue d'ailleurs jusqu'à la page 100 et quelques pour effectivement dire que tout est détaillé là. Mais c'est au moment où il y a tout un déballage ici. C'est pendant ces périodes qu'effectivement, elle va changer de nom parce que au niveau politique, au niveau des officiels, ils s'étaient rendus compte, ils savaient qu'effectivement,
Elf était, j'ai bien trompé dans de sales affaires, dans des affaires de Pied-Nicolet, effectivement. Et donc, Christian, je rappelle, pour bien comprendre pourquoi j'ai établi le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Une convention d'établissement favorable à Elf est établie, disons, est signée après la mort de Marien Gwabi, mais il n'y a pas d'assemblée. Pendant cette période, il n'y a pas d'assemblée. Sassou Nguesso avait déjà dissous l'assemblée et la constitution. Mais finalement, qui avait signé ces accords avec C'est Elf? lui. Sassou C'est Nguesso. lui. C'est pour vous dire que notre dernière interview au mois de mars, je disais qu'il y a un monde opératoire. Un voleur, un criminel a toujours du mal à se détacher d'une pratique qui est ancrée en lui. Sassou Nguesso a voulu refaire la même chose. Mais en fait, la donnée qui n'a pas intérêt, c'est le fait que nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, où on ne peut plus rien cacher, qu'il suffit d'un petit truc. Mais nous étions effectivement, disons, dans le contexte politique de 1977, cette affaire serait passée comme une lettre à la poste. Donc voilà. Et donc, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui font que, effectivement, on gratte tout l'information que je viens de vous donner, c'est effectivement sur les archives d'Elf que je suis allé voir, pour dire que, tiens, mais si M. Sassou Nguesso était en train de faire ceci naturellement, au moment où il était proche des 80 ans, ce qui veut dire que dans le passé, il en a fait d'autres. Et voilà ce que j'ai trouvé, que je donne aux compatriotes congolais, pour qu'ils se disent que Sassou n'est pas, disons, à son premier coup de maître de ce genre. Il n'est pas à son premier coup de Pied-Nicolet. C'est-à-dire que dans le même temps, on peut aussi penser qu'il est dans la même logique de bradage des ressources naturelles du Congo, comme il avait bradé le pétrole. Et là, il vient encore de réitérer, voilà, sur les terres, c'est ça. C'est pas pour rien qu'effectivement j'ai voulu ressusciter ce cas-là. Parce que là, c'est le pétrole qui est quand même, disons, la principale ressource des Congolais, même si c'est bradé par Sassou Nguesso. Donc, de la même façon qu'il avait bradé le pétrole pendant cette période, écoutez, il est en train de brader les terres. Mais ça ne s'arrête pas là, mon cher Christian. Ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe dès qu'il signe, disons, cette convention d'établissement? La condition, c'est-à-dire que c'est signé. D'ailleurs, le patron d'Elf à ce moment-là, M. Taralo, dit que c'est à partir du moment que ça a connu un tournant favorable, mais les effets pour le Congo ne sont pas immédiats. Les effets, c'est-à-dire donc effectivement les rentrées financières, c'est à partir du moment où ça se va prendre des rênes du pouvoir en 1980. Donc ça se prend le pouvoir en 1980 et les retombées financières, ce n'est qu'en 1980, c'est-à-dire au moment où Sassou est effectivement établi comme chef d'État, c'est-à-dire pas élu, puisque voilà, lui-même il dit que c'était selon la conscience. Non, il n'y avait pas de conscience puisqu'il avait, je rappelle ce qu'il a dit, disons aux journalistes d'LCI, monsieur Vincent Hervouet, qu'il a interviewé effectivement en décembre 1997. Il dit que non, c'était sans la Constitution. Non, il n'y avait plus de Constitution. La Constitution avait été effectivement carbonisée par M. Sassou Nguesso le lendemain, la nuit même, puisque le lendemain, il dit tout est dissous, il n'y a plus d'institution. Je pose d'ailleurs la question suivante. Vous m'excusez, mais uniquement un rappel pour montrer effectivement comment fonctionne M. Sassou Nguesso. Mais Christian, j'ai entendu qu'on avait sanctionné des enfants, disons, de mineurs qui avaient descendu le drapeau. Mais, Christian, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave entre des enfants, y compris mineurs, qui descendent un drapeau et un M. Sassou Nguesso dont le sport préféré, c'est de carboniser les constitutions. M. Sassou Nguesso est bien plus dangereux que ces enfants-là. Donc, voilà. En fait, vous êtes en train de dire que Denis Sassou Nguesso ne respecte jamais les lois et règlements de la République. En fait, la loi, pour lui, c'est un cadre pour juste habiller ses forfaits. Je l'ai déjà dit. La loi, les textes, y compris la Constitution, pour Sassou Nguesso, ça ne participe que de la ruse. Ça ne participe que de la ruse. Je ne le dis pas au hasard, Christian. Et un petit florilège, très rapidement. J'étais en train de parler effectivement de ce coup, mais qu'il va faire effectivement. Mais je vous fais le florilège pour dire ce que c'est que la loi et les textes chez lui. Pourquoi nous devons le dire? C'est parce que les juges ont pas la vérité des textes. Parce qu'il faudrait bien que nous abordions cette question. Qu'est-ce qui se passe donc, disons, pour la première convention d'établissement, où il n'y a pas d'assemblée, où il n'y a pas de constitution, mais que Sassou Nguesso signe avec la compagnie Elf? Les recettes financières, c'est en 1980. Autrement dit, pour comprendre effectivement, pour comprendre ce qui est en train de se passer entre le Congo et le Rwanda. Autrement dit, M. Sassou Nguesso, en signant cette convention d'établissement avec Elf, leur disait ceci.
vous fermez les yeux, vous m'aidez dans, effectivement, disons, la conquête du pouvoir et vous aurez cela. Je ne sais pas si vous voyez. C'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, aidez-moi à m'installer au pouvoir à quelque prix que ce soit. Je vous donne en récompense tout le pétrole, prenez comme vous voulez. C'est ça. Comme vous voulez. Et d'ailleurs, il a réitéré ça en 1997 aussi. Il est revenu pour dire, écoutez, il n'y a que moi qui peux vous garantir, voilà, le pétrole à 100% mes ressources. Parce que naturellement, si M. Sassou Nguesso ne devient pas président, ces accords, disons, la convention d'établissement est nulle, puisque celui qui l'aura signé n'est pas au pouvoir. Donc, ces accords, c'est-à-dire cette convention d'établissement, ne pouvait être effectivement très favorable, comme le dit M. André Taralo, que dans l'hypothèse où Sassou Nguesso arrive au pouvoir, s'il n'arrive pas au pouvoir, c'est nul. Je ne sais pas si vous voyez. Et dans la même logique, qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, à partir de 80, il y a des recettes pétrolières sans pression qui rentrent au Congo et qu'il va très mal gérer. Mais je passe effectivement sur les malversations, etc. Mais quand on arrive, disons, en 1990-91, la conférence nationale, qu'est-ce qui se passe? Dans la même combine, effectivement, Elf dit que, et Sassou Nguesso eux-mêmes font comprendre que on a déjà consommé par anticipation 5 ans de recettes pétrolières. On a déjà consommé. Donc déjà gagé. C'est déjà gagé, voilà. C'est-à-dire donc, par anticipation, lui avait déjà reçu l'argent, tout en laissant une grande dette. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive à la fin des 5 ans, c'est-à-dire que le régime qui est là ne profite pas de grand-chose, sauf quelques miettes. Il faut lire effectivement ce qui existe. Le ministre des Finances de cette époque disait qu'il est arrivé des mois, mais il peut le regarder, hein, l'émission, disons, Elf, où sont passés les milliards d'Elf. Le ministre des Finances sous le régime démocratique dit qu'il était arrivé des mois où il n'avait que comme recette que 10 000 francs CFA, je vous en prie, 10 000 francs CFA. Annuel. 10 000 francs CFA par mois, certains mois, parce qu'effectivement, ils recevaient, disons, quelques retombées par mois. 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA par mois, du pétrole congolais. Du pétrole congolais, c'est-à-dire 15 euros. C'est un peu incroyable. En fait. Donc, et quand on arrive à la fin des 5 ans, vous comprenez pourquoi je prends cet exemple. Ça veut dire que Sassou Nguesso a fait la même chose, puisque effectivement, on arrive, disons 5 ans, puis se dit par Elf que ce n'est que dans 5 ans que vous allez recouvrir effectivement la totalité de vos recettes. Donc, il fallait impérativement que Elf refasse la même combine. Donc, vous voyez, c'est le même scénario de 1977 qui se reproduit en 1997. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. C'est-à-dire que Sassou avait misé sur Elf avait misé sur Sassou. Donc, il fallait qu'effectivement, Sassou revienne impérativement au pouvoir pour que la combine reprenne. Donc, jamais un sans l'autre, alors. Vous êtes en train de dire jamais un sans l'autre, ils doivent aller, voilà, de pair. Le gagnant-gagnant, celui, c'est toujours l'autre partie qui gagne, c'est-à-dire, donc, effectivement, la France, Elf, et de l'autre côté, pas le Congo, mais lui. Et je vous ai parlé, effectivement, d'un florilège des textes pour dire que M. Sassou Nguesso, effectivement, ne fonctionne que comme ça. Je vous donne quelques exemples. Que les gens lisent la page 117 de son ouvrage, Le manguier, le fleuve et la souris. Et aujourd'hui, avec du recul, vous savez, moi, je l'ai repris uniquement dans l'intérêt de l'interview que je lui ai donné. À quelques exceptions près. Sur chaque page, il y a au moins 3 grands mensonges. Sur chaque page, je dis bien. Mais en l'occurrence, puisque nous sommes sur la question, effectivement, des textes, disons, et du crédit qu'il faut accorder à M. Sassou Nguesso, page 117. Qu'est-ce qu'il dit? Son ouvrage est sorti au printemps 97, c'est-à-dire donc à quelques 3-4 mois de l'élection présidentielle. Il dit la Constitution du 15 mars 1992 est tout à fait convenable et je m'engage à l'appliquer dès mon arrivée au pouvoir. Page 117. Donc, à quelques mois de la présidentielle qui était prévue, qui n'a pas eu lieu, puisqu'il va provoquer la guerre. Et nous savons ce qui se passe, puisque dès qu'il prend le pouvoir, le 24 octobre 1997, nous avons déjà fait, effectivement, disons, une interview là-dessus. Le 24 octobre 1997, il la jette, disons, à la poubelle. Il carbonise la conscience. Oui, voilà. Mais professeur, lorsqu'on arrive sur les terres, m'excusez, Christian. Je vous en prie, oui. Donc là, c'est en ce qui concerne, effectivement, la Constitution du 15 mars 1990. Ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce qui se passe à propre
Il a interviewé pendant cette période, hein, c'est-à-dire où commencent effectivement les événements de juin 1997. Quand il est interviewé par le journal Libération, qu'est-ce qu'il dit? Je donne la référence. 10 mai 1997, page 7. C'est la même question. Il dit ceci. Oui, ce qui se passe au Congo, c'est la faute au président du Soudan. Mais, en ce qui me concerne, je n'ai jamais tenté le coup d'État. Je n'ai jamais tenté de coup d'État. Le journaliste insiste en disant, oui, mais le gouvernement a fait une déclaration pour dire que c'est un coup d'État. Et là, c'est ça qui est intéressant. Il dit, mais c'est surréaliste. On m'accuse d'avoir voulu faire un coup d'État. Mais c'est impossible. Je viens de donner la référence. 10 mai 1997, page 7. Nous savons que quelques 4 mois après, il confirme son coup d'État, puisque non seulement, même s'il dit que c'est pas un coup d'État, mais il a pris le pouvoir sans être passé par les urnes, lui qui avait été viré effectivement par les urnes. Voilà. Et puis il jette la conscience, il l'a cabouné une fois de plus. Mais ce n'est pas tout, Christian. 2009, son ouvrage, Parlez vrai, page 89. C'était peut-être, disons, pour appâter les gens pour son deuxième mandat, même s'il savait qu'il n'a pas besoin d'élection. Mais 2009, de Parler vrai, son ouvrage, qu'est-ce qu'il dit? Je répète ceci. 70 ans, vous ne pouvez plus postuler à une élection présidentielle. Et chez nous, c'est 2 mandats, rien de plus. C'est ce qu'il en a fait, puisqu'en 2016, ce qu'il avait dit. Donc, voilà quand je dis que pour M. Sassou Nguesso, le texte, la parole, c'est une ruse. Et si vous appliquez ça à l'événement qui fait effectivement la une de nos compatriotes, disons, depuis 2 ans, ça veut dire qu'il y a une ruse qu'il est en train de préparer. Et cette ruse, nous la connaissons, c'est pas un secret. C'est une affaire de pouvoir. Donc, c'est pour rappeler aux compatriotes, c'est pour rappeler aux évêques. Mais nous parlons effectivement évidemment, des évêques. Pour leur rappeler que le texte pour M. Sassou Nguesso a toujours été une ruse. Sa parole, il n'a plus utilisé comme ça. Pour lui, l'essentiel, c'est d'atteindre un objectif. Et en l'occurrence, l'objectif, c'est lequel? Rappelons-le. M. Sassou Nguesso est dans la dernière ligne droite. Comment faire réussir à son fils ce qu'il a réussi lui-même en 1977, je viens de vous le dire. Ce qu'il a réussi en 1997. Ce qu'il a réussi en 2016. Oui. Donc, les gens doivent être conscients de ça. Voilà. Oui, mais est-ce que, pardon, professeur, ça veut dire que, bon, si lui, il est arrivé en 1979, bon, 78, parce que finalement, en 77, c'est là où il y a eu le coup d'État militaire, où on a exécuté d'ailleurs un président en pleine fonction. Il s'est servi donc de Elf, en fait, la France, derrière Elf, bien entendu. Et en 1997, il a réitéré encore, il est revenu par un coup d'État militaire de juin 1997 avec voilà des centaines de milliers de morts. Et là, vous avez dit qu'il est au soir finalement de son pouvoir et comment faire pour la succession. À ce moment-là, puisqu'il a déjà bradé le pétrole, il a gagé le pétrole, il a gagé le bois, il a gagé les minerais qui sont aujourd'hui tenus par les enfants des dignitaires, notamment Pierre Auba, qui est le ministre des Mines, qui a octroyé à tous ses enfants les permis miniers au Congo. C'est eux qui exploitent les mines, les minerais, autres. Alors, il n'y a plus rien à donner à certainement une puissance qui peut lui assurer cette transition, c'est-à-dire cette succession. Et c'est pour ça qu'il va voir probablement le Rwanda, qui peut lui prêter main forte. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut donner en gage au Rwanda? Et il se dit, ben, je n'ai plus que les terres. Et donc, dans les terres, vous avez dit ici le problème avec les accords de cession des terres ou de concession de terres, bah, on va utiliser n'importe, je ne sais pas, mais moi je dis on a donné, parce que nous avons des éléments là-dessus, on a donné les terres au Rwanda pour assurer évidemment la succession du pouvoir, c'est ça. Le gagnant-gagnant, si j'ai fait cette rétrospective, cher Christian, c'est pour que nos compatriotes, pour que les évêques comprennent, je viendrai effectivement sur ce que je pense de ce qu'ils ont à dire, pour que les évêques comprennent que, en fait, ce qui est en train de se tramer, c'est du déjà vécu. Monsieur Sassou Nguesso procède toujours ainsi. Ça fait partie de son mode opératoire. Pour monsieur Sassou Nguesso, le texte ne compte pas, la parole ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'atteindre l'objectif. Donc, vous voyez que au moment où il disait que l'impérialisme vient de tuer le président, mais il était en train de négocier avec l'impérialisme.
Donc, pour lui, le but, c'est uniquement d'arriver au pouvoir. Donc, en l'occurrence, c'est cela. En Mais c'est quoi le 1986, vrai intérêt d'utiliser des évêques? Pourquoi les évêques concrètement dans ce projet-là? on y arrive. D'abord, je dis tout de suite, cher Christian, que j'ai été consterné par ce que les évêques ont eu à dire. Les évêques, c'est la corporation qui a payé un lourd tribut dans l'histoire politique de ce pays, que vous avez rappelé, que vous rappelez chaque fois, où le cardinal Beyenda a été tué. Les évêques, l'Église, dans tout pays, c'est la mémoire de tout un pays. Moi, j'ai été surpris que les évêques disent que ils ont vérifié les textes et que la vérité des textes est que je viens de montrer ce que sont les textes au Congo et ce que M. Sassou Nguesso lui-même en pense. Donc, pour dire que, oui, non, c'est le juriste qui vous parle en l'occurrence. Le texte ne veut rien dire sans son contexte. Vous prenez le même texte, vous le mettez au Congo, aux États-Unis, disons au Nicaragua, le même texte ne veut pas dire la même chose. Voilà. Si vous prenez effectivement la Constitution congolaise, le Congo, c'est un État démocratique comme les États-Unis, comme la France. Les évêques vont-ils nous dire qu'ils croient à la démocratie au Congo? Rien que ça ne veut rien dire. Donc, un texte ne peut être apprécié que par rapport à son contexte. Et le contexte du Congo, c'est que, et M. Sassou Nguesso l'a montré, je viens de vous l'expliquer, que l'une des pathologies de M. Sassou Nguesso, c'est de brûler les constitutions. L'une des pathologies de M. Constitution, c'est que, effectivement, la Constitution, c'est une ruse. C'est le fait que, lui, la Constitution, c'est à opposer aux autres, mais pas à lui. Parce que, si effectivement, les textes avaient une place dans ce pays, M. Sassou Nguesso ne serait pas là où il est. Il serait en prison. Donc, je le leur rappelle, mais je pense que c'est pratiquement, je vais dire, disons, une évidence. M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en dehors du texte. Il gouverne en dehors de la Constitution, du texte. Il se maintient au pouvoir en dehors de la Constitution, en dehors des textes. Donc, où est-ce que les évêques sont allés chercher cet argument selon les textes? Et je viens de leur dire, donc. Donc, c'est eux qui se font lier par les textes, mais M. Sassou Nguesso n'est pas lié par les textes. Si c'est vraiment le seul argument qu'ils ont pour nous faire croire qu'effectivement, les textes, pardon, les terres n'ont jamais été vendus. Mais je leur demande là que les textes, pour M. Sassou Nguesso, lit les autres, lit les autres, mais pas lui, pas sa famille. Puisque ce sont les textes, et ses enfants seront en prison, lui-même sera en prison. Mais ce n'est pas tout. Cher Christian, quand je dis que j'étais concerné par ce que les évêques ont dit, parce que là, on peut se poser la question en ce qui concerne les textes pour dire est-ce que c'est la naïveté, est-ce que c'est la complicité, disons, comme disent certains Congolais. Moi, jusqu'à ce qu'ils me répondent dans ce que je vais leur demander, je préfère croire que c'est la naïveté. Mais Christian, les évêques sont en contradiction avec eux-mêmes. 9 mai 2018, les évêques font une déclaration. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent effectivement aux institutions étrangères de rapatrier l'argent du Congo qui a été placé effectivement par, disons, les autorités délinquantes. Dans les paradis fiscaux, oui. Dans les paradis fiscaux. Début février 2021, ils récidivent. Nous demandons effectivement, disons, aux organisations, disons, aux différentes organisations d'église de tous les pays du monde, effectivement, de nous aider par tous les moyens à rapatrier l'argent pillé. C'est les évêques qui le disent, Christian. Christian, tout enfant de 10 ans sait que s'il y a une pathologie intrinsèque au voleur, c'est le mensonge. Non. Tout voleur, c'est un menteur. Puisque s'il dit la vérité, automatiquement, il ne peut plus opérer dans son activité. Les évêques ne peuvent pas nous dire que ceux qui gouvernent, disons, sont des voleurs, et pas des petits voleurs, c'est pas des larcins qu'ils font. Et en même temps nous dire que non, ils disent la vérité. Il faut que les évêques puissent trancher sur ces contradictions. Depuis quand est-ce qu'un voleur est quelqu'un qui dit la vérité? Si déjà ils ont pu voler beaucoup d'argent, des milliers de milliards, pour aller planquer dans les paradis fiscaux, et ce qui a été dénoncé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, par la conférence épiscopale du Congo, et qu'aujourd'hui, curieusement, comme par, je ne sais pas comment dire ça, et voilà, on peut croire au texte qu'on leur présente, mais en plus, les évêques, c'est quand même des personnes instruites.
cher Christian, j'insiste, le mensonge est consubstantiel au pillage. Tout pilleur est un menteur. Les évêques ne peuvent pas nous dire qu'ils ne le savent pas, puisque je viens de dire que l'enfant de 10 ans sait que tout voleur, c'est un menteur. Et quand on arrive sur les affaires, c'est-à-dire l'argent du pétrole est volé, ils le savent puisqu'ils font des déclarations de temps en temps. Et quand on arrive sur le terrain, ils disent non, ils disent la vérité. Et que ceux qui mentent, ce sont effectivement nous qui disons ce qui est en train de se tramer. Mais mon cher Christian, c'est des gens intelligents, je n'en doute pas un seul instant. Et puis, je viens de dire que M. Sassou Nguesso, pas que je viens de dire, je viens de dire et d'illustrer que M. Sassou Nguesso a utilisé le texte et la parole comme ruse, mais pas pour la respecter. Je viens de dire que les évêques sont en contradiction avec eux-mêmes, puisqu'ils ont fait des déclarations solennelles demandant effectivement, disant à leurs homologues, d'utiliser tous les moyens pour rapatrier l'argent volé et que tout voleur est de façon consubstantielle un menteur, il ne peut plus tenir le discours qu'il y a à tenir. Donc, si moi, j'ai des doutes en ce qui concerne la complicité dont les accusent certains de nos compatriotes en disant qu'ils ont peut-être été naïfs, à part que je viens de leur dire que tout voleur est un menteur, ils peuvent se rendre à l'évidence qu'ils se sont trompés. Et que je leur demande solennellement de reconsidérer leur déclaration et de faire une déclaration contraire. Sinon, au nom de l'histoire, pour leur crédibilité, ils sont compromis. Oui, mais apparemment, il y a une sorte de complicité, il faut le dire comme ça, parce que encore jusque-là, on pouvait croire que c'était par naïveté ou par ignorance, mais ignorance pour les évêques, ça ne passe pas. Prenons le cas, c'était là une naïveté. Or, nous apprenons, et c'est un communiqué ici qui nous est parvenu, c'est que l'Église catholique du Congo organise une messe, et c'est un communiqué co-signé par, évidemment, la conférence épiscopale du Congo, donc les évêques, et la ministre Nono Soudan. Et là, je me posais la question, comment on peut retrouver les deux signatures sur un même communiqué? Est-ce que c'est faisable? C'est-à-dire, l'Église désormais accompagne le politique ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Christian, je parle avec beaucoup d'esprit, mais au fond, vous me comprenez. Quand je dis que je vais bien croire à une naïveté, mais pas la complicité. Et c'est pour ça que je dis, je leur offre le bénéfice du doute. Je ne suis pas naïf, moi, Christian. Donc, je ne peux pas penser un seul instant que nos évêques ne soient pas instruits. Je ne peux pas penser un seul instant que ce que connaissent des enfants de 10 ans, à qui tout parent, disons, répète et que l'enfant retient que quand il y a un voleur, il faut s'écarter de lui parce qu'un voleur, c'est un menteur, que les évêques ne le sachent pas. Ils le savent. Et donc, c'est pour ça que je dis que je leur accorde le bénéfice du doute pour qu'ils reconsidèrent leur déclaration, ma chère Christian. Oui, mais c'est Au nom de l'histoire. Et pour, pardon, pour les téléspectateurs. Les évêques doivent reconsidérer leur déclaration. Sinon, ils seront complices. Mais là, apparemment, là, ils vont déjà trop loin. Ils vont déjà trop loin, on ne sait pas s'ils vont reculer. Et là, ça frise un peu de complicité parce que dans le communiqué, d'ailleurs pour l'intérêt de nos téléspectateurs, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, en collaboration avec l'archidiocèse de Brazzaville, organise une grande messe pour la célébration de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, intitulé par le pape François suite à la publication de son encyclique Laudato Si, voilà, sur la sauvegarde de la maison commune. Cette messe appelée messe pour la terre, notre maison commune. Et puis bon, voilà, la suite. Et donc le communiqué est signé par Madame Arlette Soudan-Nono, qu'on appelle ministre de l'Environnement, du Développement durable du Bassin du Congo, et l'archevêque métropolitain de Brazzaville, président de la conférence épiscopale du Congo. Bienvenue, Manamika Bafouakwao. Si c'est terrible, non? disent que dans leur tête, c'est la stratégie pour amener effectivement le gouvernement à reconsidérer la décision, la combine qu'ils ont avec le gouvernement. Ils peuvent dire cela. Mais écoutez, nous... oui, mais pourquoi donc le gouvernement veut absolument, pardon, pourquoi est-ce que le gouvernement veut absolument impliquer
l'Église catholique? Est-ce parce qu'il s'est rendu compte que ça ne passe pas, c'est-à-dire son argumentaire ne passe pas ou ses accords ne passent pas au niveau de la population et qu'il faut passer par l'Église pour forcer la main, c'est ça? Parce que, effectivement, l'Église, dans l'histoire, a toujours fait la même chose. L'Église a une influence particulière au niveau des populations et bien plus encore dans les populations où, effectivement, les gens vivent dans la pauvreté. Pauvreté et croyance vont de pair, mon cher Christian. Quand tu souffres, quand tu es pauvre, quand tu n'as rien, ben voilà, je dis, tu es démuni matériellement, la tendance est effectivement d'aller vers l'Église. Donc, le pouvoir congolais qui est maître effectivement dans la manipulation, c'est effectivement l'influence qu'a l'Église dans tout pays. Et donc, c'est pour ça. Mais je dis ceci, l'Église, elle ne peut pas dire, ben, elle ne pourra jamais prétendre réussir à faire comprendre que non, elle le fait effectivement, disons, de façon tout simplement, je veux dire, disons, Désintéressé. non, elle est consciente de ce qu'elle fait. L'Église est consciente de ce qu'elle fait. Donc, si elle baigne dans cette combine, eh bien, c'est qu'elle est complice. Mais je viens de leur démontrer que les deux arguments ne tiennent pas ce qu'ils ont y avancé. Ceux qui sont en train de manipuler, c'est pas, disons, la diaspora. C'est pas, je vais dire, non. Il faut bien qu'ils disent, parce qu'il faut bien qu'ils disent que ceux qui ont remis cette affaire sur la sellette, c'est pas les Congolais, la diaspora. C'est les officiels, disons, rwandais. Et ça, l'Église n'a pas dit. Hein, c'est les officiels, disons, rwandais. Et si les officiels rwandais se sont trompés, il faut que de manière la plus officielle, ils disent que nous nous sommes trompés dans la terminologie. Donc, ça, effectivement, je veux dire, l'Église, même si c'est effectivement, disons, dans la manipulation, elle s'y prend mal. Elle s'y prend mal, disons que c'est les Congolais, la diaspora, ou bien les Congolais locaux, les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Les arguments qui ont été avancés juste là, c'est des arguments objectifs, puisque moi-même, je me suis impliqué en avril 2022 en disant exactement ce que, effectivement, les textes ne disaient pas. Mais le fond, même si nous tournons tous autour du pot, le fond, c'est une affaire de pouvoir. Il y a eu 1977, il y a eu 1997, il y a eu effectivement 2016 où effectivement les autorités françaises ont fait ce que nous avons déjà dénoncé plusieurs fois. Nous sommes là à notre tournant. Et M. Sassou Nguesso utilise la même stratégie, le même mode opératoire. Le même mode opératoire, je vous en prie. Et, assez curieusement, non pas que l'Église regarde ailleurs, mais l'Église s'implique pour dire nous allons participer, aider effectivement le pouvoir de Brazzaville, effectivement, à réussir son coup. Je viens de leur dire, c'est clair et net. Donc, si effectivement l'Église congolaise ne réagit pas pour dire nous reconsidérons ce que nous avons eu à faire, la déclaration que nous avons eu à faire, de façon claire, il faudra se lancer pour dire que l'Église des évêques congolais sont complices du pouvoir de Brazzaville, dont ils ont effectivement dénoncé le comportement criminel, disons, en ce qui concerne la délinquance financière, et qui a déjà payé un lourd tribut dans l'histoire. Je n'ai pas de rappel à leur faire à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est comment traduire cela lorsque le gouvernement congolais, notamment il faut parler d'Anatole Koliné Makosso et de Thierry Mongala, accuse les Congolais de l'étranger de véhiculer des fausses informations, des informations erronées sur ces accords, alors qu'ils savent très bien que, comme on vient de le rappeler d'ailleurs, c'est bien la télévision rwandaise qui a remis la question sur la sellette, s'il faut le dire comme ça, et c'est un officiel rwandais, l'ambassadeur, qui a dit qu'il est venu demander des actes forcés. Pourquoi ne se tourne-t-il pas, je parle là du gouvernement congolais, se tourne-t-il pas vers le Rwanda que de s'en prendre aux Congolais de l'étranger? Est-ce que ça manque de courage ou ça entre toujours dans la logique de la manipulation, c'est ça? Pour M. Sassou Nguesso, comme pour les malfaiteurs qui l'accompagnent, c'est pas une insulte. Malfaiteur, c'est un terme qui est utilisé effectivement dans les textes, c'est ceux qui ne respectent pas la loi. Donc, pour Vous M. êtes en Sassou train de Nguesso, dire que Koliné Makosso et comment on l'appelle, Thierry Mongala, c'est des malfaiteurs alors. C'est tout à ça. fait des malfaiteurs. Je l'ai déjà démontré plusieurs fois. Mais mon cher Christian, je rappelle ceci. Monsieur Makosso, c'est celui qui dit que les armées angolaises, tchadiennes et autres n'étaient pas venues au Congo pour tuer, mais qu'ils étaient venus pour aider les Congolais, c'est-à-dire pour distribuer à manger. Comment ça, alors que les avions de chasse angolais ont bombardé Brazzaville et tout le monde le sait? Comment les Angolais ont tiré sur les Congolais? Mais Comment ils ont Christian, assassiné des Congolais chez eux? mais si c'est ce que dit M. Makosso,
pourquoi il y a eu la résolution 867 du 29 octobre 1997 qui demandait aux armées étrangères de partir du Congo. Pourquoi? Puisque le rôle de l'ONU, c'est effectivement d'aider des populations. Si c'est effectivement pour ce que dit M. Makosso, que si ce n'était pas pour tuer, pourquoi effectivement le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la résolution 867 du 29 octobre? Je l'ai suivi en direct. Enfin, moi, je disais le 30. Le 30, mais en fait, j'étais en France. Là-bas, c'est le 29. Donc, le 29 octobre 1997. Monsieur Makosso, finalement, Anatole Collinet-Makosso, c'est un négationniste, finalement. Parce que dans tous les événements qui ont endeuillé le Congo, il a toujours tendance à donner une version contraire. Vous donnez la référence, le génocide imaginaire. L'affaire est tellement grave que, puisque on peut discuter sur la terminologie, M. Makosso aurait pu dire peut-être, oui, crime contre l'humanité. Du moins, c'est l'expression que retient, disons, l'ancien patron de la Fédération internationale des droits de l'homme, M. Patrick Baudouin. C'est pareil sur les disparus du beach aussi, où ils s'interrogeaient les faux, vrais disparus du beach. C'est curieux. Donc, si M. Makosso a été capable, effectivement, à ce point, d'être cynique dans ce que les Congolais n'ont jamais vécu dans leur histoire, il a été cynique à ce point, ce qui veut dire que sur l'affaire des terres, effectivement, il ne peut que faire la même chose. Donc, une façon de dire non. Pour eux, l'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Monsieur Sassou Nguesso, ça veut dire aussi que l'Église ne connaît pas Anatole Collinet-Makosso. C'est voilà, je crois, il doit être un fidèle de l'Église protestante. Est-ce que ces évêques-là ne connaissent pas Makosso, que c'est un dangereux, et qui viennent leur tendre, par exemple, comme je le disais, un tas de choses comme ça? Pour dire que si eux badinent, si eux lambinent, si eux traînent autour de ça, je le leur rappelle. Voilà le profil de M. Makosso. M. Makosso dit de ce que le Congo n'a jamais vécu dans son histoire, c'est-à-dire ce qui a entraîné des dizaines de milliers de morts. M. Makosso dit que non, ça n'a jamais eu lieu. Et l'Église pense que non, M. Makosso, M. Sassou Nguesso sont plus crédibles que nous qui disons cela. Et quand je le dis, je le démente, c'est-à-dire je donne effectivement les preuves. Je rappelle que toutes les organisations humanitaires qui existent, c'est-à-dire Amnesty International, Fédération internationale des droits de l'homme, ont fait des rapports de conséquences sur le Congo, que je cite dans tous mes écrits. Ils font des rapports. Donc, l'Église ne peut pas dire... Mais quelles sont donc les conséquences, pardon, professeur, quelles sont les conséquences que peuvent courir un monsieur comme Anatole Collinet-Makosso en empruntant ce genre de posture négationniste? Mais, mes chers Christian, nous sommes là sur des faits, disons, qui sont de temps en temps rapportés par l'histoire. C'est-à-dire qu'ils misent sur le fait, je l'ai déjà rappelé, mais même nous rappellent de temps en temps, Tokotikate. Pour eux, on a eu ce pouvoir. Nous sommes allés très loin, nous ne le lâchons pas. Et donc, ils se disent jusqu'au bout. Et ce dont nous sommes en train de parler, ils participent. Puisque nous savons que derrière, disons, ces affaires, effectivement, des terres, il y a l'affaire, disons, de la conquête du pouvoir. D'autres l'ont déjà dit avant moi. Qu'est-ce qui peut expliquer, mon cher Christian, que les fameux accords sur les terres ne portent que sur des collectivités territoriales qui ne sont pas proches de M. Sassou Nguesso? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Quelle analyse faites-vous de cela, de cet élément, de cet aspect de choses, selon vous? Pourquoi on a choisi le Poul, la Bwenza, le Niari? Dans la tête de M. Sassou Nguesso, les collectivités qui ne sont pas proches, ce sont des collectivités ennemies. Hostiles carrément au pouvoir. C'est comme ça. Dans sa tête, c'est comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer, cher Christian, que Dolisie, la troisième ville du pays, ait moins de députés que la petite collectivité de Sassou Nguesso, qui l'a divisée en deux. C'est-à-dire donc Oyo et Lombo, quatre députés. Et Dolisie, 90 000 habitants, du moins jusqu'à avant, disons, ce qu'ils nous ont affiché là, c'est-à-dire donc les fameuses statistiques démographiques fabriquées. Disons, Dolisie est au moins 3 fois plus peuplé que ces deux collectivités. Mais ces deux collectivités ont 4 députés. Disons, Dolisie a 2 députés, troisième ville du pays.
Je ne prends que cet exemple, mais on peut en multiplier. C'est qu'ils considèrent les collectivités qui ne sont pas proches comme étant des collectivités ennemies. En fait, ces collectivités qui jugent à leur façon, ce qui est objectif, que M. Sassou Nguesso est incompétent, ils se disent on ne peut pas voter pour cet individu. Mais M. Sassou Nguesso, au lieu de considérer qu'effectivement, il n'a pas le profil d'un homme Et d'État. d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si c'était comique, bah, mais moi j'ai trouvé ça comique, il me disait, mais attendez, comme par hasard, il s'est réveillé un matin et désormais il pense qu'il faut aller créer de l'emploi à ceux qu'il a coutume de décimer. Ça ne vous fait pas réfléchir, non? Mais cher Christian, qu'il fasse ce qu'il a fait à Oyo dans d'autres collectivités et puis le problème est résolu. Et puis Christian, c'est pas compliqué. Qu'il donne à Oyo ce qu'il a donné, qu'il fasse ne fût-ce que le 10e de ce qu'il a fait à Oyo, qu'il fasse ne fût-ce que le 10e. Mais tu sais, Christian, si nos collectivités arrivent, c'est-à-dire les populations, disons, de nos provinces, de nos collectivités, arrivent à s'en sortir pour au moins manger, parce que la culture qu'ils mènent, c'est la culture guerrière, c'est la culture de survie. Mais c'est pas, écoute, moi, quand je suis allé au Congo, disons, il y a exactement 10 ans, j'ai trouvé, disons, des copains de ma génération qui s'étaient lancés dans la terre. Ils sont venus me voir. Ils disent, écoute, Félix, cette fois-ci, on a voulu relever les défis. Au bout d'une année, on a lâché. Parce que c'est dur, il n'y a pas de moyens. Christian, les gens sont sûrs que si on donnait du crédit, disons, du crédit, c'est-à-dire de l'argent, on prêtait de l'argent. Mais nous parlons effectivement de la taxe. Mais le gouvernement aurait pu dire, effectivement, on prête, disons, de l'argent à ceux qui ont ces terres en se disant, écoutez, lancez-vous dans l'agriculture au bout de 5-10 ans. Ce que l'on fait en France, partout ailleurs. C'est-à-dire donc à payer à long terme. Et s'ils n'y sont pas parvenus, à ce moment-là, effectivement, ils prennent des terres. N'est-ce pas que c'est plus objectif? Ils auraient pu faire ça. Ben En pourtant, disant, et puis, il y a des images, il y a des éléments qui parlent, c'est-à-dire des signes qui ne trompent pas. On a vu Anatole Koliné-Makosso sur le terrain. Il a commencé une campagne, je crois, depuis avant-hier, où il est allé dans, voilà, ces départements, visiter, je crois, c'était à Yamba. On a vu des maïs qui sont en expérimentation. Mais je me suis intéressé à l'image. J'ai vu ces Congolais qui travaillent dans ces champs tels qu'ils étaient habillés un peu, mais avec une mine des gens un peu fatigués, comme des esclaves. Et je n'ai pas vu des machines agricoles, je n'ai pas vu ce qui... Alors après, je me suis posé la question, mais si c'est ça, c'est pour ça qu'on est allé chercher les Rwandais. La visite des réserves foncières par le chef du gouvernement s'est poursuivie sur le site de Massangi dans le district de Yamba, département de la Bouenza, exploité en ce moment par une coopérative qui développe la culture du maïs avec un peu plus de 110 employés animés par un Congolais avec l'appui de 3 ingénieurs de nationalité rwandaise. C'est plus que des esclaves qu'on a vus sur ces images. Et je ne sais même pas pourquoi ils ont montré ça. J'ai été à Yamba à plusieurs reprises, cher Christian. Je sais ce que valent, disons, les gens de Yamba. C'est une population agricole. C'est une population qui travaille. Rappelons que nous sommes dans Mouyonzi, travail et ravitail. Les gens, c'est-à-dire les nouvelles générations, peut-être, je veux dire, n'ont plus tellement l'expérience, le même dynamisme que les anciens. Mais je sais combien, effectivement, les gens de Yamba servaient les gens de Mouyonzi. C'est pas ce que j'ai regardé là, vous vous rappelez bien. Ce n'est pas cela. Non, mais ce qu'on a vu là, c'est l'esclavage. C'est malheureux de voir des choses. Ça ne veut rien dire. Ça ne fait que confirmer l'idée que, effectivement, de toute façon, Christian, qui en Afrique, en dehors du pouvoir de Brazzaville, reconnaît les compétences agro-pastorales des Rwandais? Qui? Non, mais on a vérifié sur le top 10 des pays, en fait, on dirait, qui ont de l'expérience en agriculture, ben, le Rwanda n'y figure pas, malheureusement. Non. Il y a la RDC, il y a le Cameroun. Voilà, effectivement, disons, les grands modèles. Mais c'est pas, disons, le Rwanda. Donc, Christian, c'est peut-être parce que non. Soyons clairs, disons les choses telles qu'elles sont. L'agriculture n'est qu'un décor. Ce n'est qu'un décor. Nous sommes, disons... Oui, ce n'est qu'un décor, vous êtes en train de dire, et c'est la question qui va s'imposer. Lorsque les prêtres ont rencontré Anatole Koliné-Makosso, et c'est ce que le prêtre a dit, hein, enfin, l'évêque
a dit, on leur a présenté les 5 accords, alors qu'il y en a 8. Et on leur a pas parlé de l'accord sur, voilà, l'accord de défense. Je sais pas moi, ça, ils ont caché. C'est curieux, c'est bizarre. Ceci explique cela, Christian. Ceci explique cela. Si effectivement, si c'était pas effectivement, donc c'est-à-dire que les évêques pouvaient comprendre que, parce que les évêques ne peuvent pas dire qu'ils ne suivent pas les réseaux sociaux. Si effectivement, on leur a présenté tout, sauf effectivement cet accord Les de défense, 3 autres accords militaires, oui. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Quand c'est flou, ça veut dire qu'il y a un loup. Et le loup, en ce qui concerne M. Sassou Nguesso, c'est le pouvoir. Il n'a que ça, Christian. Pourquoi, effectivement, M. Makosso ne leur a pas fait état de ce dont tous les Congolais parlent? Si, effectivement, les effets persistent dans cette voie, ce qui veut dire qu'ils sont complices. Voilà. Et ce qu'on a vu tous, effectivement, disons, les évêques être reçus dans le palais de monsieur, comment on l'appelle, le patron, comment on l'appelle ça? Le patron de la police, Jean-François Ndengue. Voilà, monsieur Ndengue. Le criminel recherché par la police, disons la justice Je française. le rappelle, peut-être que les Congolais, certains compatriotes ne se rappellent pas. Monsieur Ndengue, celui qui a été arrêté en France et disant sur lequel monsieur Sassou Nguesso va dire à monsieur Chirac, ben écoutez, j'ai donné beaucoup de données à la France et notamment à Elf. Si vous ne le lâchez pas, eh bien effectivement, moi également, je vais reconsidérer ce que je donne. Un chantage. Un chantage clair. Vous avez certainement déjà suivi notre communication avec M. Patrick Baudouin. M. Patrick Baudouin rappelle ça. Voilà. Dans le colloque organisé par l'Amatan, il y avait moi, il y avait M. Patrick Baudouin et puis notre compatriote, M. Idzakoula, qui avait publié, disons, pétrole, violence et pétrole au Congo-Brazzaville. Mais M. Baudouin, disons, dans le salon que nous avait offert l'Amatan pour expliquer effectivement les aspects politico-juridiques et financiers, disons, de la guerre du Congo-Brazzaville, M. Baudouin explique effectivement les détails, exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Voilà. Donc, voilà. Si, effectivement, M. Ndengue est ce que pense effectivement la Fédération internationale des droits de l'homme et la justice française, et que les évêques vont effectivement tranquillement chez lui, ce qui veut dire que les évêques également, je vais dire, se moquent des victimes de M. Ndengue, c'est ce que ça signifie, c'est clair et net. Oui, un très mauvais message. Ça, c'est une image qui renvoie à un très mauvais message à l'endroit des Congolais, des parents victimes, voilà, des crimes de M. Ndengue. Et il est accusé de crimes contre l'humanité. Il faut le rappeler que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. M. Patrick Baudouin le rappelle. M. Ndengue ne serait pas reparti au Congo si, effectivement, M. Sassou n'avait pas menacé M. Chirac, effectivement, de reconsidérer les avantages qu'il avait accordés à la France. Donc, voilà, il est retenu comme tel. Et les évêques vont manger là-bas goulûment, et on les a vus sur les images. Alors, professeur, nous sommes presque arrivés à la fin, le temps est à la fin. Nous allons conclure, mais par cette question. Tout à l'heure, donc, ce que moi j'ai retenu, c'est que avec ces accords, on retient une seule chose. C'est un problème de succession, voilà. C'est un problème de pouvoir, et Sassou Nguesso veut opérer un nouveau passage en force en y mettant son fils. D'accord. Alors, celui-ci sera donc soutenu, probablement, le passage se fera certainement par la force, on peut l'imaginer déjà, et que pour tenir le coup, il faut voilà, une armée qui va l'accompagner, ce sera probablement l'armée rwandaise. Mais l'armée rwandaise au Congo, ou les Rwandais au Congo pour soutenir ce pouvoir. Juste en face, nous avons Kinshasa, qui est déjà en conflit avec le Rwanda. Comment ça va se passer? Est-ce que ce pouvoir sera vraiment en sécurité? Le pouvoir congolais, c'est le pouvoir de monsieur... Le pouvoir congolais, s'ils arrivaient, bien entendu, à installer, bien sûr, son fils. Mais avec les Rwandais, ben, probablement que les Rwandais resteront au Congo pour assurer la protection de ce pouvoir, sinon on va le balayer très vite. Et cette présence rwandaise au Congo face à Kinshasa. Christian, je répète ce que j'ai déjà dit auprès de notre cher Georges qui m'interviewait sur TRTV. Le fiston de M. Sassou Nguesso ne gouvernera jamais ce pays. Quand j'avais dit cela, il ne gouvernera jamais, il ne présidera jamais le Congo.
Il peut y arriver parce que, effectivement, M. Sassou Nguesso a toujours procédé de la même manière. Je viens de démontrer, voilà, je viens de démontrer que ce qui est en train de se passer maintenant avec le Rwandais, c'est ce que Sassou Nguesso a fait avec le pouvoir financier français en 1977. Je l'ai dit là. La référence, je l'ai donnée. Les termes de M. Taralo, je les ai donnés. C'est lui qui dit que l'affaire, disons, de l'exploitation du pétrole congolais n'a pris un tournant favorable à notre endroit, principalement qu'à partir de 1977. 1977, c'est l'année où M. Sassou Nguesso dit que l'impérialisme vient de tuer le camarade Marien Ngouabi. Mais en même temps, en fait, il est en train... Donc, je ne vais pas répéter sur ce que j'ai déjà dit. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ce qui s'est passé en 1977. C'est ce qui s'est passé en 1997. Et donc là, c'est le même tournant qui est en train de se faire. Donc la trame, c'est celle-là qui permet de comprendre ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se préparer. Donc, Christian, ma conviction, c'est que Sassou Nguesso tient à forcer son fils, mais ma conviction est que monsieur, je ne sais pas comment on l'appelle, monsieur Christelle Sassou, c'est ça, Oui. ne présidera jamais ce pays. Il ne présidera jamais. Qu'est-ce qui vous assure? Ma conviction. Pourquoi? Effectivement, puisque je ne peux pas dire les choses au hasard. Quand M. Sassou Nguesso est arrivé en 1977 et 79, disons de manière claire, les Congolais n'avaient pas, je vais dire, disons, son casier judiciaire, son casier politique, pour être plus précis. Je vous ai déjà expliqué, chère Christian, que personne n'a jamais été, disons, accueilli de manière aussi populaire que Sassou Nguesso. Moi, j'étais en terminale. Si je répète juste l'année de mon bac. C'était un mouvement populaire, disons, dans on le chantait, il y avait même des groupes de femmes qui chantaient l'URFC, voilà, je me souviens. Mais en fait, personne ne le connaissait. Le fils à Sassou Nguesso, tout le monde le connaît. Donc, tout le monde le connaît, c'est-à-dire? C'est un grand délinquant financier. Christian, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Non, mais nous avons des téléspectateurs qui nous suivent, qui forcément ne connaissent pas l'histoire du Congo. Financière. Oui, vous avez raison de me demander de préciser. En fait, c'est le plus souvent le réflexe juridique qui me retient. Mais enfin, je peux le dire puisque si vous mettez Denis Sassou Nguesso Christelle sur le web, vous allez le trouver. Donc, monsieur, le fils à monsieur Sassou Nguesso est cité dans plusieurs affaires financières. Plusieurs. C'est pas une, deux, trois, quatre, cinq. C'est plusieurs. Et c'est pas, disons, pour un petit million. Non, non. C'est toujours pour des dizaines de millions d'euros. De dizaines de millions d'euros. On traîne beaucoup de casseroles. Beaucoup de casseroles financières et des casseroles sonnantes, je vous en prie. Et donc, ça, les Congolais le savent. Alors que pour M. Sassou Nguesso, il ne savait pas. Et peut-être, oui, il faut bien le dire aussi. En 77, 69, quand il arrive, il n'avait peut-être pas cela. Parce que c'est effectivement, ça fait partie de la transaction qu'il a établie avec Elf. Donc, on peut dire qu'il avait, du point de vue financier, c'est bien du point de vue financier, les mains relativement propres, même si effectivement, du point de vue humain, il avait des mains suffisamment sales. Mais son fiston a les mains hyper sales au plan financier. Donc ça, tous les Congolais le savent. L'Église aussi le sait, même si l'Église essaie, disons, de tricher. L'Église aussi le sait, puisque l'Église a eu à dénoncer le 9 mai 2018 et puis le 2 février 2021, il a eu à dénoncer ces malversations. Et puis, je veux dire, dans les Panama Papers, écoutez, on retrouve cela. Donc, quand je dis que c'est difficile, parce que, Christian, rien n'est plus dangereux dans un pays que des jeunes gens dont l'horizon est déjà bloqué. Les bébés noirs, quelque part, même s'il y a des manipulations politiques. Aujourd'hui, la violence, c'est des jeunes qui n'ont plus, disons, rien à perdre. Rien. Donc, ils sont prêts à en découdre. Notre pays est en danger, Christian. Et d'ailleurs, on le sent déjà sur les réseaux sociaux et même sur place au Congo, les jeunes en train de s'exprimer ce qu'on n'avait jamais cru hier. Aujourd'hui, disent certaines choses qu'ils ne pouvaient pas dire. C'est ce qui va arriver, Christian. Donc, supposez que le fiston à Sassou Nguesso arrive, un instant, on sait à peu près ce qu'il va faire, que pour l'argent, puis ils vont se dire, on va essayer de faire la distribution. Mais ça ne suffira pas. Donc, quand j'avais expliqué à notre cher Georges que, ben non, Sassou Nguesso peut forcer son fils au pouvoir, mais gouverner, présider ce pays, non. La première raison, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est le fait que les Congolais savent à qui ils ont affaire. C'est-à-dire que c'est un immense délinquant financier.
et que, disons, il est à la source de leur misère. C'est la première raison. Deuxième raison, donc tous ceux qui ont accompagné Sassou Nguesso, pas question. Ils considèrent que c'est eux qui ont classé, qui ont aidé Sassou Nguesso, c'est pas son fils, et que le pouvoir leur revient de droit. C'est cela, disons, mon cher Christian. Ils disent que le pouvoir leur revient de droit après Sassou Nguesso, pas son fils. Que son fils, voilà, c'est l'opportunisme, même si M. Sassou Nguesso pense autre chose. Et puis, troisièmement, Christian, le contexte, disons, dans lequel Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, disons, en 79, 77, 79, c'est-à-dire en 2 temps, 97, je viens de vous dire que ce qui fait qu'on ne parle pas du bradage, disons, des terres comme on n'en a pas parlé disons, en 77, mais c'est les réseaux. C'est les réseaux. Aujourd'hui, on peut aller tout soulever toutes ces affaires et puis les mettre sur la plate pour dire, mais enfin, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ma conviction, c'est pas de manière béate. C'est fondé effectivement sur ces éléments matériels qui font que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et je pense que aujourd'hui même, M. Sassou Nguesso même a des doutes, mais sauf que il est ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement dans ses pathologies. Et il aime toujours faire ce que les Congolais n'aiment pas parce qu'il prend beaucoup de plaisir à les humilier, à les torturer. Et ben, il persiste dans cette voie, mais je répète, ma conviction est qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Il n'y arrivera pas, évidemment, on peut le croire parce que de toute façon, à un moment donné, il se préparait pour voilà les élections présidentielles, je crois, de 2021. Et très curieusement, personne n'a compris comment finalement Denis Sassou Nguesso lui-même s'est encore présenté. Et quelqu'un me disait, mais tant que Denis Sassou Nguesso va vivre, il ne placera jamais quelqu'un d'autre, même pas son fils. Alors bon, voilà. Et là, vous dites que vous n'y croyez pas. Et il y a aussi ce côté que vous venez de, en fait, rappeler. Il traîne tellement les casseroles, voilà. Il a bradé le pétrole congolais, il a gagé le pétrole congolais, il a volé trop de milliards. Et finalement plongé les Congolais dans la misère, ça tout le monde le sait. Il vend l'électricité du Congo en RDC, ça tout le monde le sait, alors que les Congolais n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. C'est le même qui va encore vendre les terres du Congo. Mais alors, si vraiment, même quand on a ces ambitions de vouloir gouverner un pays et qu'on commence à brader déjà les ressources de ce pays, je crois que chacun devait quand même se poser des questions, même les généraux qui les entourent. On se pose même la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces officiers? Est-ce que réellement c'est des soldats? Parce que c'est eux aussi qui devaient remettre le pays sur les rails, parce que c'est aussi leur droit de remettre l'ordre quand la République est en train de chavirer. En tout cas, professeur Félix Bakou-Dembélé, merci d'avoir été avec nous. Mais je vous laisse tout de même quelques secondes pour clôturer, évidemment, et ce sera vraiment la fin de cette émission. Merci, Christian. Mon message, c'est essentiellement à l'endroit des évêques. L'Église, ce n'est pas n'importe quelle structure, n'importe quelle institution dans un pays. Et je pense que même ceux qui ne font pas attention à la vie politique se rendent compte aujourd'hui que le Congo est à un nouveau tournant de son histoire politique. J'ai déjà de temps en temps passé des messages à l'élite congolaise, qui le plus souvent se tait, qui le plus souvent choisit la mauvaise voie. Je rappelle, mon cher Christian, que dans l'histoire de ce pays, nous avons connu des grands événements. Quand il y a eu interpellation, justement, de M. Ndengue, de M. Dabira, et que, effectivement, la justice française a voulu juger l'affaire des disparus du Beach, quand l'élite congolaise s'est levée, c'était pour soutenir M. Sassou Nguesso à la radio et à la télévision congolaise, dans une émission solennelle. Oui, donc des centaines de Congolais disparus, répertoriés par la Croix-Rouge, sur lesquels, effectivement, le pouvoir politique, M. Sassou Nguesso lui-même disait qu'ils ne sont pas morts, que c'était la fiction. Et quand on lui met devant l'évidence, il reconnaît. Et la justice française a jugé, quand l'élite congolaise apparaît à la télévision congolaise, c'est pour prendre parti en faveur des criminels. Deuxième événement, l'affaire des biens mal acquis. Quand effectivement, après avoir fait le point, effectivement, la justice française reconnaît, disant que effectivement, la France peut juger une fois de plus. L'élite congolaise monte au créneau pour dire que non. Écoutez, les termes du point de vue juridique, c'était très, très contestable pour dire que non. C'est une attaque contre l'Afrique. Une attaque contre l'Afrique, je vous en prie, que c'était effectivement par racisme. Donc, voilà, deuxième affaire. Troisième affaire, c'est l'affaire
de la modification, disons, non, plutôt du changement anticonstitutionnel de la Constitution, l'élite congolaise est encore montée au créneau, toujours pour défendre effectivement le despote. Voilà. Voilà. Donc, je dis, là, c'est une nouvelle phase. Eh bien, quand je parle de la, disons, du changement anticonstitutionnel de la Constitution, on a vu dans d'autres pays comment ça s'est fait. Récemment encore au Sénégal. L'élite universitaire est montée au créneau, mon cher Christian. L'élite universitaire est montée au créneau pour faire une déclaration sur la mer et dire que non, monsieur Macky Sall n'a pas le droit de faire ce qu'il veut faire. Et j'ai dit, mais voilà. Bon. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont suivi ce débat. Mais je dis, mais l'élite congolaise, elle, on ne l'a pas vue. Mais sauf que non, plutôt, pas qu'on l'a pas vue. Elle est montée au créneau, mais pour défendre effectivement M. Sassou Nguesso. Vous avez vu des universitaires qui ont théorisé effectivement, disons, le crime contre la conscience, disons qu'il fallait effectivement finir avec cette conscience. C'est des professeurs de droit, je vous en prie. Vous avez vu la plus haute juridiction constitutionnelle congolaise rendre la décision la plus imbécile, la plus toxique, la plus irrationnelle, disons, du droit, en rendant effectivement une décision que leur homologue français, je rappelle toujours, Monsieur Debré, disons, saisi par le fils, pardon, par le beau-fils à Monsieur Sassou Nguesso, était venu voir. Et Monsieur Debré leur a dit non, du point de vue du droit, c'est pas possible. Donc, voilà, donc, là, ces étapes. Et là, nous sommes effectivement sur un autre événement qui est tout sauf banal, parce que les Congolais peuvent manquer de pétrole, c'est-à-dire qu'on peut leur dépouiller leur pétrole, mais pas des terres. Pas des terres. Donc, qui n'embrouille pas les gens? Non. On sait ce qui est en train de se faire, et on vient d'en parler, je ne reviens pas là-dessus. Monsieur Sassou Nguesso, de la même façon qu'il avait effectivement mis en balance le pétrole congolais à Londa-Del pour dire, vous me facilitez le passage au pouvoir et vous avez le pétrole, a dit effectivement à monsieur Kagame, vous me facilitez effectivement, je veux dire, le passage du pouvoir à mon fils en le lui garantissant par tous les moyens et vous avez des terres. Voilà, au-delà de tout ce que l'on peut dire sur les aspects juridiques, c'est pas le plus important. Pourquoi je dis que c'est pas le plus important? Parce que le droit ne veut rien dire, monsieur Sassou Nguesso, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Non, de ce point de vue, l'élite congolaise, je la mets également devant ses responsabilités, de la même façon que je répète, j'interpelle l'Église. L'Église doit savoir que cette affaire est tout sauf banale. Et donc, je répète ce que je venais de dire, pour son intégrité, pour sa crédibilité, au nom de l'histoire. Si l'Église persiste dans ce qu'elle a eu à dire dans la déclaration à l'endroit des Congolais, elle sera considérée comme complice. Parce que la vérité des textes, je viens de leur dire, ne veut absolument rien dire pour M. Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir en marchant sur les textes, qui exerce et se maintient au pouvoir contre les textes. Donc voilà ce qu'ils appellent la vérité des textes. Voilà. Un texte ne peut être lu que par rapport à son contexte. Et que le contexte politique congolais, c'est tout à fait, disons, le contraire de ce que, disons, tout le monde peut lire. Et bien donc, de ce point de vue, je leur laisse cette chance-là. Pour le reste, effectivement, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. L'histoire les rattrapera. Voilà, j'en ai terminé, mon cher. Merci, professeur Félix Bakunda-Pélé. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, juriste, politologue et constitutionnaliste. Grand merci d'avoir été disponible aux prêtres, comme vous l'avez dit. C'est à eux de montrer ou de prouver encore leur bonne foi, leur dignité, de revenir en tout cas sur voilà leur communiqué que tout le monde a désapprouvé d'ailleurs. Et s'ils se sont trompés, comme les gens le pensent, si ça a été une naïveté, ils ont encore le temps évidemment de se rattraper. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous sur R7. C'est moi qui vous remercie, Christian. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore accompagnés. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé l'émission pour nous aider évidemment à informer à une plus large audience en Afrique comme au Congo. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.